Bonjour à tous, moi je suis le docteur Puechelon, je suis généraliste remplaçante dans le 11e arrondissement de Paris à Saint-Mandé, sur 2 cabinets. Donc je vais vous présenter une étude observationnelle qui a été réalisée dans le cadre de ma thèse assez récemment, donc, qui concerne la prescription sous-optimale des antithrombotiques chez la personne âgée autonome en médecine générale, donc selon les critères STOP and START. Donc pourquoi cette question j'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais la classe thérapeutique des antithrombotiques qui comporte les anti-agrégants plaquettaires, les AVK, les anticoagulants oraux directs, et puis plus épisodiquement les héparines, est de plus en plus prescrite chez les personnes âgées. Ça, c'est ce qui est retrouvé dans les rapports de remboursement de l'assurance maladie. C'est aussi une des classes thérapeutiques la plus fréquemment pourvoyeuse d'iatrogénie grave. Elle est impliquée dans plus de 50% des accidents iatrogènes fatals. Et dans les études concernant ces iatrogénies sévères qui entraînent des hospitalisations ou le décès, il y a une marge importante d'évitabilité qui a été démontrée. Donc on a des études à faire sur ce plan-là. Donc comment éviter la iatrogénie? Alors je ne suis pas tout à fait sûre de pouvoir répondre à cette question-là, évidemment. En revanche, l'optimisation de la prescription chez les personnes âgées, c'est une réflexion qui est en cours depuis les années 90. On a essayé de mettre en place des outils, alors il en existe énormément, des outils d'optimisation des prescriptions. Il y a, alors, comme j'ai un peu plus de temps, je développe un peu, mais il y a 2 types de méthodes actuellement reconnues. La méthode dite implicite, qui est une évaluation globale, clinique et thérapeutique de la personne pour optimiser sa prescription. Et il y a les méthodes dites explicites, qui sont des listes de critères pour screener des ordonnances. Parmi ces outils, il y a l'outil Stop and Start. C'est un outil assez récent qui a été développé sur initiative irlandaise en 2008, qui est l'objet d'un consensus d'experts européens, gériatres et autres, qui a été réactualisé récemment, qui a le grand avantage pour nous de comporter une traduction française validée, qui actuellement a un usage internationalisé et en plein essor. Pour la petite histoire, quand j'ai débuté mon travail de thèse il y a 2 ans et demi maintenant, et quand j'ai dû faire la discussion après les résultats de mon étude, donc 2 ans plus tard, il y avait à peu près 3 fois plus d'articles avec cet outil-là, 3 fois plus d'études, un peu partout dans le monde. Et c'est un outil qui a le grand avantage d'intégrer 3 formes de prescription médicamenteuse sous-optimale. Donc PMSO, c'est ça que ça veut dire. Vous allez le retrouver dans les diapositives. Donc la prescription médicamenteuse sous-optimale du sujet âgé a été théorisée selon 3 types. Le misuse et l'overuse, qui sont des prescriptions existantes mais inadaptées, que ce soit en termes d'indication, de bénéfice-risque ou de posologie. Et l'underuse, qui est une prescription théoriquement indiquée qui n'est pas faite. Donc un sous-traitement. Et donc cet outil-là a l'avantage de proposer une intégration de ces 3 types, alors que la plupart des outils dissocient misuse, overuse d'un côté, underuse de l'autre. Aujourd'hui, c'est considéré comme une des meilleures méthodes explicites. Il y a néanmoins très peu d'études utilisant cet outil. Il y a très peu d'études utilisant la version 2 de cet outil. Il y a extrêmement peu d'études se focalisant sur les antithrombotiques. Il n'y en a qu'une seule, en fait. Elle a été réalisée en 2016 en Éthiopie, en milieu hospitalier. Donc on est vraiment dans un milieu de soins extrêmement différent. Et puis, donc, en soins ambulatoires, sur cette population de patients, c'est pareil. En France, ça se compte sur les doigts d'une main. L'objectif de cette étude, c'était de déterminer la prévalence des critères Stop and Start dans la classe antithrombotique chez les personnes de 75 ans et plus, autonomes, en médecine générale, et d'étudier les éventuels facteurs associés à la présence de ces critères. Le critère de jugement principal de notre étude, c'était la fréquence des ordonnances comportant au moins un critère STOP et les facteurs associés. On avait des critères de jugement secondaire qui étaient la même chose avec START, la même chose avec START et STOP, toujours dans la classe antithrombotique. Et puis, la fréquence de chaque critère STOP and START identifié. Je ne vais pas pouvoir détailler là, j'ai des tableaux après si la séance de questions nous y invite. Juste quand même, il y a 10 critères STOP sur la classe antithrombotique, plus 2 critères sur les nouveaux anticoagulants oraux, ça fait 12 au total, et il y a 2 critères START sur la classe antithrombotique. Notre population a été définie comme suit. Un critère d'inclusion, c'était donc les sujets de 75 ans et plus, autonomes, qui sont en mesure de venir chercher eux-mêmes leurs médicaments en officine, des médicaments prescrits par un généraliste. L'inclusion des patients a été effectuée par 75 étudiants en pharmacie en 6e année filière officine pendant leur stage en officine.
Le recueil de données a été réalisé à travers un questionnaire issu de la cohorte Prémage, qui est une cohorte constituée, une cohorte de sujets âgés constituée année après année dans le cadre de ces stages de leurs étudiants par la pharmacie Paris-Sud Saclay, qui est à visée de recherche et de formation des étudiants aux spécificités des prescriptions chez la personne âgée. Le recueil était informatisé, standardisé. Il comportait des éléments cliniques nécessaires à l'application des critères STOP et START, des variables d'intérêt, dont des observances, automédication, autres types de prescriptions médicamenteuses sous-optimales. Voilà, gestion du traitement, aide à domicile, etc. Les étudiants recueillaient également de façon anonymisée les ordonnances, et avec cette base de données, nous avons appliqué les critères STOP and START aux ordonnances recueillies et réalisé, grâce aux variables d'intérêt, l'analyse uni- et multivariée à la recherche d'éventuels facteurs associés. Notre base comportait 1178 patients, 59% de femmes, 41% d'hommes, avec un âge moyen de 83 ans, un peu plus de la moitié de notre effectif entre 80 et 90 ans. Notre population était caractérisée par une forte polymédication, une moyenne de 9 molécules par ordonnance, donc molécules, je dis bien pas ligne de prescription, molécules, et 40% en excessive polypharmacie, donc plus de 10 molécules sur l'ordonnance. C'est un peu plus que la moyenne nationale. 56% des patients, donc 662 patients, recevaient au moins un antithrombotique, 19% étaient sous anticoagulant oral, donc un tiers de nouvel anticoagulant et 2 tiers sous AVK. 40% recevaient des antiagrégants plaquettaires avec une très très forte prédominance de l'aspirine, 86% des antiagrégants plaquettaires prescrits, 35% des ordonnances. On retrouvait chez 20% des patients au moins un critère STOP dans la classe antithrombotique. Chez les patients qui recevaient les antithrombotiques, ça s'élevait à 35% de ces patients-là. Le plus fréquent est très largement au-delà de tous les autres, en fait, on verra éventuellement sur le tableau tout à l'heure, c'était la présence d'antithrombotiques malgré un risque hémorragique jugé significatif. Donc hypertension artérielle incontrôlée, saignement récent significatif ou risque hémorragique constitutionnel. Et ça s'élevait à 27% chez les patients recevant au moins un antithrombotique, à peu près un tiers des patients. Il y avait 2 facteurs associés retrouvés en analyse multivariée à la présence d'au moins un critère STOP, qui était d'une part donc un facteur très classique qui est la polymédication à partir de 5 médicaments. Donc un facteur très classique dans les études concernant la prescription médicamenteuse sous-optimale. Hein, évidemment, plus on a de médicaments, plus on a de risque de faire d'avoir des ordonnances de traitement non optimales avec des interactions importantes, etc. Mais il était intéressant de montrer qu'en faisant un focus sur une classe thérapeutique, on continue à le retrouver, en fait, ce facteur-là. Par ailleurs, un facteur inédit, en revanche, c'était l'antécédent d'hospitalisation pour iatrogénie. Donc, un facteur qui est potentiellement inquiétant parce que il tend à penser que quand on a été hospitalisé pour un effet indésirable sévère, on pourrait penser qu'il y a eu une revue d'ordonnance pour qu'elle soit optimisée, et en réalité, il semblerait que ça ne soit pas le cas, puisque on retrouve des prescriptions on a un risque de prescription non optimale malgré en fait cet antécédent. Alors c'est quand même à mettre à nuancer. D'abord par les biais de l'étude, bien entendu. Ensuite, on verra tout à l'heure. Et puis ensuite par le fait que l'outil d'identification de la prescription médicamenteuse sous-optimale n'est pas une référence médicale opposable. C'est une alerte pour le prescripteur. Et du coup, c'est vrai que le fait d'identifier une PMSO n'indique pas forcément la déprescription systématique du médicament. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des outils. C'est aussi vrai, par exemple, on retrouve dans les études sur les chutes. La déprescription systématique n'entraîne pas forcément une diminution de la morbidité en rapport avec les chutes quand on fait l'étude, quand on regarde des études à ce sujet. Donc c'est vrai que c'est une alerte. Il faut faire attention à ces situations, mais voilà. Concernant START, donc l'underuse des antithrombotiques, c'est retrouvé chez 12% des patients, avec donc le plus fréquent, c'était l'absence d'antithrombotiques en cas de troubles du rythme cardiaque, donc chez 9% et demi, enfin à peu près 10% des patients, et 33% des patients qui déclaraient avoir un trouble du rythme cardiaque. On n'avait qu'un seul facteur associé retrouvé, qui est à la présence d'au moins un critère START en analyse univariée, c'était l'absence de mention de la durée du traitement sur l'ordonnance. Donc en fait, la mention de la durée du traitement, si on prend la donnée dans l'autre sens, avait un effet protecteur sur l'underuse dans la classe antithrombotique. On n'a pas retrouvé de facteur d'observance, on n'a pas retrouvé la polymédication, on n'a pas retrouvé d'autres éléments auxquels on avait pensé intellectuellement avant, en fait, avant de faire l'étude.
Donc, les forces de cette étude, c'est qu'elle était multicentrique. Elle était réalisée en 75 officines, réparties dans plusieurs départements français. Alors, je nuance quand même, 94% d'officines franciliennes, dont 20% à Paris intramuros et 6% en dehors de l'Île-de-France, pour des raisons universitaires, hein, tout simplement. Mais sur 3 départements quand même. Donc voilà, une petite idée de ce qui se passe hors Île-de-France aussi, sans pouvoir pour autant extrapoler forcément. L'effectif des patients était relativement large. On avait peu de données manquantes parce que les étudiants étaient évalués aussi sur la qualité de ce travail-là et donc devaient rendre des recueils complets. Les entrées du formulaire informatisé étaient pour certaines d'entre elles bloquantes, donc les étudiants ne pouvaient pas poursuivre s'ils n'avaient pas renseigné la donnée. Donc ça nous a permis d'avoir un recueil de données assez complet. Il y avait un abord assez précis de la polymédication, ce qui est assez inédit. Il y a un seul rapport officiel actuellement qui fait cette dissociation médicament-molécule par le jeu de l'identification médicamenteuse dans les bases, en fait. Donc une dissociation ligne de prescription, nombre de molécules, qui permet d'avoir une analyse un peu plus fine. C'était donc une étude qui fait partie de la liste encore limitative des études qui utilisent la version 2 de l'outil. La version mise à jour. Et enfin et surtout, donc, elle se concentrait sur une population d'études encore malheureusement un peu trop originale, hein, qui sont les sujets âgés autonomes en soins primaires, alors même que c'est une population réputée la plus à risque d'hiatrogénie grave dans la population gériatrique. Donc notre étude avait également des limites. L'absence de randomisation des centres investigateurs et des patients, donc des centres investigateurs parce que c'était que des pharmacies identifiées comme reliées à la faculté de pharmacie, et des patients parce qu'ils étaient inclus par les étudiants, sans aveugle, sans randomisation, selon leur disponibilité tout simplement. Ils devaient néanmoins en inclure au moins 15 chacun. Ils en ont le plus souvent inclus davantage et on avait une certaine homogénéité du nombre d'inclusions et du nombre de lignes de prescription sur les centres. Donc de ce point de vue-là, a priori, voilà, c'était assez homogène. On avait une imprécision des données cliniques disponibles puisqu'on n'avait pas à disposition le dossier médical des patients. C'était un choix de notre part. Et que le recueil de données, notamment cliniques, n'était pas réalisé par des cliniciens et n'était pas réalisé par des seniors, en fait. Il était réalisé par des étudiants. Donc avec potentiellement des imprécisions non détectables lors de l'interrogatoire des patients. On a dû, de fait, approximer certains critères STOP. Et puis enfin, donc, très grand regret, l'absence de disponibilité de la fonction rénale qui ne nous a pas permis d'inclure les 2 critères STOP concernant les nouveaux anticoagulants oraux, alors même qu'on aurait bien voulu. Donc en conclusion, globalement, on retrouve 31% de prescriptions médicamenteuses sous-optimales dans la classe des antithrombotiques selon l'outil, donc stop et start confondus, 20% de stop, 12% de start. Le plus fréquent, c'est la présence d'antithrombotiques malgré un risque hémorragique significatif. Ça invite chez les prescripteurs d'antithrombotiques, chez les personnes âgées de 75 ans et plus, à avoir une vigilance particulière en cas de polymédication à plus de 5, donc vraiment vérifier l'indication et les contre-indications, et à réaliser une revue d'ordonnance systématique si elle n'a pas déjà été faite en cas d'hospitalisation pour iatrogénie. Cette étude rappelle également l'intérêt d'avoir une rigueur rédactionnelle pour éviter les prescriptions sous-optimales. Et donc je ne l'ai pas trop développé, mais donc cette étude était entièrement collaborative depuis son design jusqu'à l'inclusion, comme vous l'avez vu, des patients, et puis après donc l'analyse des données, donc entre les médecins et les pharmaciens du secteur ambulatoire, et centré autour du patient et de sa sécurité, avec des outils d'analyse d'ordonnance communs. Donc assez intéressant de savoir qu'on peut travailler ensemble en fait avec donc ce bémol qui est donc l'absence de disponibilité de la fonction rénale et malgré des demandes répétées des pharmaciens en ce sens. Et donc les perspectives, c'est d'affiner peut-être ces résultats en faisant quelque part la même étude dans les sous-populations d'intérêt. Donc concernant par exemple STOP, c'est les populations sous-antithrombotiques. START, ça va être par critères pathologiques. Et de disposer de la fonction rénale, évidemment, pour y intégrer l'étude des anticoagulants oraux directs. Voilà, je vous remercie.